Cet épisode vous propose la captation de mon intervention au Breakfast Club le 16 septembre dernier. C'était au Nouvel Odéon, juste après la projection de Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Bonne écoute! Bonsoir. Alors je voulais commencer par vous montrer quelques images. J'ai oublié de vous prévenir qu'il y en avait qui faisaient un peu peur et qui vont vous sortir du film qu'on vient de voir. Donc je pense que vous les reconnaissez, les jumelles de Shining. La joyeuse ou la plutôt pas joyeuse troupe d'Orange Mécanique. Catherine Deneuve en vampire, je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais ça valait le coup d'être montré. Meryl Streep et Robert Redford qui nous a quittés aujourd'hui dans Out of Africa. C'est vrai, un couple du Parrain 3. Les petits bonnets de la vie aquatique et les 3 frères de Darjeeling Limited. Vous reconnaissez Louis XVI avec un autre look ici. Donc je sais pas vous, mais moi c'est des images qui m'ont beaucoup marquée, que j'ai un peu dans une espèce de boîte à trésors de ma cinéphilie. Et vous vous dites peut-être: «C'est très sympa de montrer ces images, mais quel rapport avec Marie-Antoinette?» Et bah, là, il se trouve que tous ces costumes que vous avez vus, les robes des jumelles, ces costumes-là, les bonnets de la vie aquatique, tous les costumes que vous avez vus, ils ont été faits par une seule et même femme qui est aussi, celle qui a créé les costumes de Marie-Antoinette que vous venez de contempler. Et cette femme, elle s'appelle, Milena Canonero. Voilà, je vous la présente et du coup, j'aimerais bien vous parler un petit peu d'elle et de son métier, des métiers du costume. Voilà, et moi, c'est Céleste Touboul-Durante et j'ai créé le podcast qui s'appelle Profession, costumière. En fait, c'est un podcast que j'ai créé il y a 6 ans parce que j'ai 2 passions qui sont le cinéma et la mode et je me suis rendu compte que finalement, bah, j'avais une passion qui était au cœur des 2, qui était les costumes de cinéma. Et en voulant me renseigner sur ce sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait pas grand-chose, qui existait, à propos des costumes, à propos des personnes qui créent les costumes. Et du coup, j'ai décidé de tendre le micro à des personnes qui les font à tous les niveaux. Donc voilà, ça fait 6 ans que le podcast existe. Il y a une 50aine d'épisodes maintenant avec des personnes qui font des costumes, en France, à l'international. Et pourquoi profession costumière au féminin? Parce que, les professions du costume, c'est plus de 80 de femmes qui les exercent, donc je trouvais que c'était sympa que pour une fois le féminin, l'emporte. C'est un autre sujet, on pourrait en parler des heures, mais il y a aussi des grands écarts, salariaux entre les professions du costume et du décor, par exemple, et je pense que ça n'est pas décorrélé, du fait que ce soit une profession plus féminine, pour les costumes. En tout cas, revenons à Milena Canonero. Je voulais vous parler un petit peu de sa vie et de son œuvre qui est assez folle. Milena Canonero est née en Italie en 1946 et elle a étudié les beaux-arts en fait et le stylisme avant d'aller à Londres. Et là, elle a créé des costumes pour la publicité. En fait, elle était passionnée de cinéma, et elle a réussi à rencontrer Stanley Kubrick sur le tournage d'Odyssée de l'espace. C'était en 1968 et la rencontre s'est bien passée, parce que, quelques mois plus tard, il lui a proposé de créer les costumes de Orange Mécanique. C'était en 1971. Et ce que je voulais vous dire aussi sur les costumes, c'est qu'il y a plein de métiers qui existent, habilleuse, costumière, chef costumière, créatrice de costumes. Donc en général, on gravit les échelons, mais il y a aussi des personnes qui sont très bien à un poste et qui vont y rester, des années, voire, toute leur carrière. Et de même que le cinéma, c'est une œuvre collective, les costumes aussi sont une œuvre collective. Donc parfois, c'est un tout petit budget, il y a une personne qui fait tout et c'est aussi formidable. Un film comme Marie-Antoinette, c'est plutôt 70 personnes qui travaillent, sur l'équipe des costumes, ce qui est vraiment énorme. Mais vous l'avez vu, c'est un travail assez titanesque. Mais pour que ça marche, pour que les costumes soient réussis à l'écran, c'est vraiment l'alchimie de tous ces métiers. C'est-à-dire que le plus beau costume, s'il n'est pas bien placé sur un corps d'un comédien par une habilleuse, il va littéralement tomber à côté. Donc en général, voilà, on commence habilleuse, on peut rester habilleuse et le faire formidablement bien, des années. On peut aussi gravir les échelons ou on peut, comme Milena Canonero dans la folie des années, 70, être directement, créatrice de costumes sur, Orange Mécanique. Une des choses que Milena Canonero a apprises avec Stanley Kubrick qu'elle raconte, c'est qu'il lui avait dit, «Start with the head», toujours commencer avec le visage du personnage. Et c'est intéressant avec les images que je vous montrais parce qu'on peut imaginer le processus créatif quand elle a habillé par exemple, les personnages de la vie aquatique. Peut-être que tout a commencé par le bonnet ou peut-être que pour les jumelles de Shining, tout a commencé avec les petits nœuds dans les cheveux.
Là, il y a un travail incroyable dans Marie-Antoinette avec des perruquiers, donc on imagine que peut-être qu'aussi les silhouettes de Marie-Antoinette ont commencé avec ses perruques et ses accessoires. Une autre chose qu'elle a appris avec Stanley Kubrick, c'est que quand elle a tourné Orange Mécanique, il lui a demandé d'abord de suivre, l'assistant du chef, décorateur qui s'appelle John Barry et donc au lieu de tout de suite commencer à concevoir, à réfléchir, au personnage d'Orange Mécanique, elle a plutôt suivi, cet assistant, décorateur à travers Londres et elle avait un petit appareil photo et il lui avait demandé de prendre des photos et donc en fait, elle s'est vraiment immergée dans le film et elle a réfléchi aux personnages en pensant d'abord à leur environnement et c'est quelque chose qui est resté, elle le dit, dans son approche créative. Donc là encore, avec Marie-Antoinette, on peut imaginer comment elle a peut-être d'abord approché, par Versailles, les costumes ensuite, de ses personnages. Après, il y a une autre rencontre qui est marquante dans la vie de Milena Canonero, c'est Francis Ford Coppola. Le un des premiers films qu'elle a fait avec lui, c'était, Cotton Candy. C'était au début des années 80 et Sofia Coppola, donc la fille de Francis Ford Coppola, avait 12 ans et après l'école, elle adorait aller sur le tournage de ce film qui se passe dans les années 20, et elle allait voir l'équipe des costumes et c'est là qu'elle a rencontré Milena Canonero et elles sont devenues assez proches. Et puis quelques années plus tard, Milena Canonero a à nouveau collaboré avec Francis Ford Coppola et elle a travaillé sur Le Parrain 3 et si vous l'avez vu, Sofia Coppola joue un rôle dedans. Donc là, elle a retrouvé Sofia Coppola et elle l'a même costumée, pour ce film. Elles sont restées proches et puis Sofia Coppola est devenue réalisatrice et quand elle a voulu, réaliser Marie-Antoinette, elle a repensé à Milena Canonero qui n'avait pas fait les costumes de ses films précédents et elle a aussi pensé au travail, d'un film qu'on ne peut pas ne pas mentionner qui est Barry Lyndon, qui est un des films de Stanley Kubrick que Milena Canonero a costumé, qui se passe à la même époque, que Marie-Antoinette et dont les costumes avaient été récompensés par un Oscar. Je vous l'ai pas dit, mais Milena Canonero a eu 4 Oscars, dans sa carrière, a été nommée et primée, moult fois. Et ce travail-là, qui est très reconnu, est très différent de celui de Marie-Antoinette, notamment parce que les costumes fonctionnent avec tous les postes du cinéma et notamment la lumière. Et Barry Lyndon, c'est un film qui est éclairé à la bougie et vous l'avez vu, Marie-Antoinette, ça n'est pas le cas. Donc on ne pense pas du tout pareil les détails, les costumes, pour ces 2 films-là. Mais en tout cas, c'est des costumes qui avaient marqué Sofia Coppola et je vous montre une petite phrase, voilà qui est pas hyper lisible d'ailleurs je pense, mais en tout cas, elle disait qu'elle avait été, très touchée par le style de Milena Canonero et qu'en fait avec Marie-Antoinette, je pense que vous l'avez compris de toute façon en voyant le film, elle voulait pas faire une pièce académique. Elle voulait que ça soit un film qui soit vivant et qui soit frais et qu'elle savait que Milena Canonero, l'aiderait à apporter un regard nouveau sur cette période et je pense, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, que, c'est assez réussi dans ce film. C'est un film pour lequel il y a énormément, d'artisans, de savoir-faire différents qui ont été convoqués, sachant que c'était aussi un budget très important qui a permis, de convoquer tout ce savoir-faire. Pour vous donner un exemple parmi d'autres, les équipes costumes sont allées chercher, une maison de soierie française qui est la dernière maison lyonnaise encore existante qui s'appelle Prel, et qui est une maison, qui avait, fait les soies à l'époque, du château de Versailles et donc ils ont refait à l'identique des tissus à la fois pour les décors, mais aussi pour une partie des costumes. Quand on fait des costumes, il y a plein de modes différents. On peut les louer, déjà faits, on peut les acheter. Bon là, en l'occurrence, ça ne marche pas vraiment. Là, c'est plutôt pour du contemporain et on peut les fabriquer et étant donné, le budget de production du film, il a été possible d'en fabriquer beaucoup. Donc il y avait un atelier à Rome, où ont été fabriqués, plus de 170 costumes et sur ces 170, on estime une petite centaine, spécialement pour le personnage de Marie-Antoinette et Milena Canonero raconte que au début, vraiment au début de la conception des costumes, Sofia Coppola est venue leur rendre visite et elle est arrivée avec un petit cadeau et ce petit cadeau, c'était une boîte de macarons La Durée et en fait, elle l'a posée sur la table. Elle a rien dit, mais Milena Canonero a compris à ce moment-là qu'en fait, elle lui disait: «Voilà ma palette de couleurs» et elle dit que ça l'a énormément inspirée. D'ailleurs, on retrouve les macarons même dans le film, mais si vous regardez, les détails, les couleurs qu'on retrouve dans le film, en effet, c'est très inspiré, par ces macarons. Il y a tout un travail, de couleurs, vous y avez peut-être été sensible, qui est très intéressant, dans le film. Là, on est dans un cycle sur la transformation
et cet enfant, en fait, qui va devenir, femme, et puis aussi mère, on la voit vraiment, évoluer, dans le film, notamment à travers ses costumes et notamment à travers la colorimétrie où on commence par des couleurs extrêmement douces, extrêmement pastel et progressivement, il y a des couleurs beaucoup plus vives, beaucoup plus anachroniques aussi qui vont s'inviter. Vous l'avez aussi remarqué notamment avec le personnage de la Dubarry qui est complètement mise à part de la cour aussi, par ses tenues et par les choix de couleurs qu'elle utilise que personne d'autre, ne porte à la cour et qui détonne complètement. Je vous montre, quelques exemples pour le plaisir, voilà, des touches de couleurs assez incroyables, que vous avez vues, pendant le film. Quelques arrêts sur image. Et donc 3e Oscar, pour Milena Canonero, pour ce film. Le film d'après pour lequel elle a remporté un Oscar dont je vous dirai quelques mots, c'est, Grand Budapest Hotel de Wes Anderson. C'est aussi une fidèle, collaboratrice maintenant de Wes Anderson. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les costumes inspirent la mode et la mode inspire les costumes. C'est un peu la poule et l'œuf. On ne sait pas exactement, qui a commencé, même si évidemment les costumes sont plus récents dans l'histoire, de l'humanité que la mode et encore. Et il y a, si par hasard vous passez par Londres, il y a une exposition qui commence, sur le style de Marie-Antoinette au Victoria and Albert Museum à Londres. J'ai pas réussi à voir, mais j'imagine qu'il y aura des costumes ou des accessoires, du film qu'on vient de voir, qui y seront présentés. Je reviens sur ce petit arrêt sur image. C'est une image, un peu culte du film. C'était une des polémiques à l'époque, une paire de Converse dans Marie-Antoinette. Bah, vous l'avez peut-être même pas vu dans le film tellement c'est rapide, mais on en avait beaucoup parlé à l'époque. Cette photo, c'est l'occasion pour moi de vous parler de 2 choses. D'abord de Manolo Blahnik qui a signé toutes les chaussures, du film. Manolo Blahnik, c'est peut-être une marque que vous connaissez parce que c'est aussi les chaussures préférées de Carrie Bradshaw, dans un univers assez différent dans Sex and the City. Et là, ils se sont prêtés au jeu et ils ont construit, toutes ces chaussures assez incroyables et d'ailleurs, c'est eux qui sont le sponsor officiel de l'exposition Marie-Antoinette au V&A donc vous voyez que tout se rejoint. Et puis pour vous parler aussi des anachronismes, de manière, plus ciblée sur le costume. C'est des choses dont vous entendez sûrement parler, régulièrement. Moi, je trouve ça très intéressant que dans des films d'époque, à tous les postes, mais notamment au poste des costumes, on se permette des libertés, on réinterprète une époque, et on essaie de pour moi, le costume, c'est vraiment là pour traduire, l'état, d'esprit du personnage, raconter d'où il vient, où il a envie d'aller et pour ça, c'est intéressant aussi de se permettre, des petites bifurcations par rapport à l'histoire. Sinon, c'est intéressant aussi, mais c'est moins créatif. C'est vraiment une reproduction, stricto sensu. C'est en général moins amusant pour les personnes qui vont créer les costumes. Un des exemples récents dont vous avez peut-être entendu parler, c'est, la série Bridgerton sur Netflix, où il y a eu pareil une espèce de grande polémique sur le fait que non, ça ne vivait pas comme ça à l'époque, on ne portait pas telle couleur. Mais évidemment, je trouve que parfois il y a presque une forme de condescendance. Évidemment que les personnes qui conçoivent les costumes sont bien au courant, qu'elles maîtrisent très bien là je vous parlais de Milena Canonero qui a étudié les beaux-arts. C'est des personnes qui, un peu comme l'art contemporain, qui maîtrisent parfaitement les bases et la culture classique pour après pouvoir faire des pas de côté et ça vient raconter une histoire et ça vient nourrir, les personnages. Je suis pas une fan de Bridgerton, mais je trouve que l'exemple est en tout cas, intéressant. Donc je voulais vous dire aussi, quelques mots sur, Grand Budapest Hotel, pour vous parler d'une autre, réalisation de Milena Canonero un petit peu plus récente et j'ai eu la chance d'accompagner l'exposition Wes Anderson de la Cinémathèque française avec mon podcast. Donc si ça vous intéresse, j'ai fait, 4 épisodes où je raconte 4 histoires de costumes qui étaient exposées à l'exposition qui malheureusement est terminée maintenant, mais qui je crois, va voyager, en Europe, dont encore à Londres. Heu et je voulais vous dire, voilà, un petit mot sur ces costumes que je trouve très intéressants et qui vous montrent aussi la finesse du travail de Milena Canonero et bien sûr de son équipe, parce qu'encore une fois, c'est vraiment pas elle qui a construit tout ça toute seule. Le 1er personnage, si vous avez vu le film, c'est Madame D et Madame D, ce que raconte Milena Canonero, c'est qu'en fait, c'est donc une très vieille femme dans les années 30, dans un monde qui est en train de basculer et qui, elle, s'est figée dans une époque plus ancienne et en fait, son idée pour traduire ça en partie, ça a été de l'habiller à une mode qui n'est pas celle des années 30, elle l'a habillée à la mode des années 20
et je trouve que c'est intéressant sur ce que ça raconte sur le personnage et ce décalage qui est assez subtil parce qu'années 20-30, ça saute pas forcément aux yeux, même s'il y a des détails qui sont assez clairs pour les connaisseurs. Et puis l'autre détail, c'est que c'est une collectionneuse d'art. Si vous avez vu le film, c'est d'ailleurs un peu un fil rouge du film. Et donc elle a imaginé qu'elle était notamment collectionneuse de Klimt et donc elle a fait faire c'est une robe en velours de soie qui est une matière extrêmement, noble et elle a fait peindre dessus à la main des motifs qui évoquent les peintures de Klimt. Donc c'est pour vous montrer, voilà, vraiment le détail dans ce costume et ce que ça raconte du personnage. Ensuite, on a Monsieur Gustave et donc tous les uniformes sont faits dans une laine violette et en fait, elle a fait une grande iconographie de l'époque des années 30 et de comment s'habillaient les personnels, dans les palaces et elle a voulu se démarquer des couleurs classiques et elle a trouvé cette laine violette. Elle a montré un petit échantillon à Wes Anderson. Il faut savoir que Wes Anderson est extrêmement, attentif aux détails. Vous l'imaginez sûrement quand vous voyez, ses films et donc très impliqué aussi sur les costumes. Il a adoré, cette laine. Malheureusement, elle s'est rendue compte qu'il n'y en avait pas assez pour faire tous les uniformes, mais heureusement, elle a trouvé une autre fabrique très spécifique qui pouvait reproduire cette laine et donc ça donne cette couleur unique, aux uniformes et ensuite on a, nos 2 méchants et ce que je peux vous dire sur les 2 méchants, c'est que le personnage de William Dafoe, il a un manteau qui a été fait, sur mesure par Prada, qui est un manteau en cuir et qui a un détail, si vous avez vu le film, très subtil, c'est qu'il a une poche qui se déclipse comme ça et donc il l'ouvre vraiment en musique et dans la poche se cache un piolet et une flasque, de whisky. Et ces points américains ont été dessinés par un artiste new-yorkais qui est aussi acteur et qui joue aussi dans les films de Wes Anderson et qui a aussi, designé, les clés d'or que vous voyez sur la veste de Monsieur Gustave. Donc voilà, c'était juste un autre exemple, de la délicatesse et de la finesse, du travail de Milena Canonero. Là, je vous ai parlé de films d'époque parce qu'on sort de Marie-Antoinette et que même si c'est un film aussi très moderne pour certains aspects, ça reste un film d'époque en costume. Mais moi, pour tout vous dire, j'ai une passion pour les costumes, contemporains et c'est pour ça que j'ai voulu créer mon podcast. C'est que je crois qu'on les regarde encore moins, on les voit moins. Il y a un dicton assez répandu qui dit qu'un costume bien fait, c'est un costume qu'on ne voit pas. Ça dépend des films. Là, clairement, je pense qu'on peut dire que dans Marie-Antoinette, les costumes sont bien faits et pourtant on les voit. Mais en tout cas, moi, l'idée avec mon podcast, c'était aussi, de remettre un peu de lumière sur les costumes qui sont créés pour le contemporain et c'est dans ce cadre-là que je voulais terminer avec, une petite anecdote sur un costume qui, à l'époque, était contemporain, mais qui maintenant, voilà, a un petit peu vieilli parce que c'était les années 70 et là, on quitte Milena Canonero et je vous montre un de mes costumes préférés qui va peut-être vous parler aussi. C'est, un des costumes portés par Diane Keaton dans Annie Hall, de Woody Allen, donc c'était dans les années 70. Je pense que ce costume, vous l'avez déjà vu. Je parlais tout à l'heure de l'influence de la mode sur le costume, sur la mode sur le costume. Clairement, je pense que c'est un des meilleurs exemples tous les ans, que ce soit du prêt-à-porter, de la haute couture. Il y a des marques qui vont venir revisiter, ce masculin-féminin du personnage de Annie Hall. Là encore, cet automne-hiver, grand retour des cravates. Et je voulais vous raconter son histoire parce que c'est un costume qui a été créé par, une femme qui s'appelle Ruth Morley et Ruth Morley, elle est née en Europe de l'Est. Elle a survécu à la Shoah, elle est partie, aux États-Unis et elle a d'abord assisté, des peintres expressionnistes avant de elle-même devenir peintre, puis créatrice de costumes. Elle a réalisé, de nombreux costumes, notamment ceux d'Annie Hall et pourtant et je trouve que c'est un exemple, très, parlant de l'invisibilisation, du métier du costume. Tout le monde pense, ou en tout cas toutes les personnes qui sont un peu intéressées au film ou ont eu des choses dessus, que c'est Diane Keaton qui un beau jour s'est dit: «J'arrive avec ma garde-robe, j'arrive avec mes vêtements. En ce moment, j'aime bien les cravates. On va mettre des cravates, au personnage d'Annie Hall». Et en fait, pas du tout. Si on lit, les mémoires, enfin, elle a pas du tout écrit ses mémoires d'ailleurs, mais les interviews, les quelques interviews qui existent, de Ruth Morley, on comprend bien qu'elle a fait un travail assez classique sur des costumes de films. C'est-à-dire qu'elle a pensé au personnage d'Annie Hall, à ses attaches avec sa famille, donc comment, la cravate, de la grand-mère, la veste du père allait arriver dans sa garde-robe et comment elle imaginait que dans le quotidien, elle allait chiner dans les quartiers de New York qu'elle fréquentait et elle-même, elle a fait des friperies, elle a rassemblé beaucoup de pièces et je crois qu'au final, il y a juste un veston qui appartient à Diane Keaton dans tous les costumes du film et pourtant, c'est un travail qui est vraiment invisibilisé et on pense que c'est des très beaux costumes mais que c'était juste une idée de Diane Keaton, d'amener sa garde-robe et du coup, pour conclure, je vous montre cette citation, heu
de cette fameuse Ruth Morley qui dit: «Même les gens les plus éduqués à l'art pensent que les acteurs portent leurs propres vêtements lorsque le look est contemporain». Voilà et maintenant, vous, ça ne sera plus votre cas. Merci beaucoup, c'est tout pour moi. Merci au Breakfast Club pour l'invitation et au cinéma indépendant parisien et au Nouvel Odéon pour leur accueil chaleureux. Le Breakfast Club proposera 9 autres séances débat cette année. Vous pouvez les suivre sur Instagram pour ne manquer aucune séance @thebreakfastclub.cinéclub. À bientôt pour un nouvel épisode.